Merci beaucoup, Christian, d'être avec nous, hein. Et puis, certains avaient regretté de ne pas pouvoir venir à la première au lendemain du vernissage. Donc voilà, pour certains, c'est rattrapé. Les amis des musées, mais aussi les amis, hein, certains depuis longue date. Donc ça me fait très chaud au cœur de vous voir ici. En ce qui concerne ce lieu, vous le connaissez pour une bonne part, je suppose. Merci à la mairie de Royan qui nous offre ce superbe lieu, hein, et qui par ailleurs nous donne une subvention ainsi que du personnel qui est à l'accueil généralement, hein. Donc merci à eux aussi. Au département de Charente-Maritime qui nous aide aussi, et puis aux artistes, sans quoi on ne serait pas là, hein. On va essayer d'éclairer un peu le mystère de ta peinture, hein, si tu veux bien. D'abord, vous avez vu une exposition, elle est à caractère un peu rétrospective. Nous avons des peintures qui datent depuis les années 70. Voilà, les trois grands formats ici, c'est les années 70. La petite salle des fauves, les peintures rouges, qu'il a fallu mettre de côté tellement ils sont puissants et ils auraient détruit peut-être l'harmonie d'ici qui est beaucoup plus fin et modulé. Ça, c'est les années 80. J'ai la chance de pouvoir présenter de l'inédit pour ton travail, hein, parce qu'il n'était pas sorti du tout de l'atelier. Et puis ensuite, vous avez un ensemble d'œuvres où Christian Gardère travaille à la fois sur l'horizontalité de l'estuaire, son thème, et puis en même temps sa passion pour la musique. Voilà, tu nous donneras des petites explications là-dessus. Et puis surtout, pour aller droit à l'essentiel, Christian Gardère s'est installé au bord de l'estuaire de la Gironde en 1967. Et là, il est peintre, il veut peindre, et c'est pas si simple que ça de peindre l'estuaire de la Gironde. Voilà. Donc, c'est essentiellement sur ça que je voudrais que nous parlions, Christian. Voilà. Comment, à la rigueur, se départir de ce qui est évident ici. Voilà une œuvre qui est cohérente, hein, et qui nous semble celle originale, personnelle, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Comment est-ce que Christian a créé une œuvre qui est aujourd'hui repérable? Voilà. En 1967, tu arrives dans un nouveau lieu pour toi, tu viens de Bordeaux, et comment est-ce que ce lieu-là, tu vas pouvoir faire ami-ami avec lui? Ça se nomme le pavillon du chêne vert. Ça domine l'estuaire de la Gironde depuis Bordeaux jusqu'à Pauillac. Il n'y a que la structure de l'horizon, tout est plat. Il y a l'île verte qui est vivante et c'est plat jusqu'aux Pyrénées, hein. Et je suis entraîné là malgré moi. On ne voit pas le pavillon du chêne vert et pendant 3 à 6 mois, on dégage les ronces qui sont plus larges que mon bras, etc. Et on est en pleine vie rurale, à savoir que les marins-pêcheurs font eux-mêmes leurs filets, que les viticulteurs taillent encore la vigne à la main et ont encore un cheval. Et moi, j'ai un parcours un peu comme les peintres chinois du passé. Après avoir été très urbain, je me retrouve là et je ne vois que l'estuaire, mais il y a son ressac. Je n'ai pas d'argent. Je fais des vendanges et pendant 3 semaines, je taille des raisins. Et je reviens à l'atelier, tel un moderne charlot, je remplace le sécateur par le pinceau. Et nous sommes là au moment où
culturellement, dans l'ensemble, que ce soit les philosophes, les musiciens, etc., le concept de répétition va dominer. Moi, il me vient par la répétition du ressac et par l'observation des vignes et des filets. Alors un tableau, ça se voit naturellement, mais ça se regarde. Et il y a un terme beaucoup plus important, un tableau, ça s'écoute. Et ça, c'est un long travail avant de rentrer dans cette approche de la peinture. Et d'une certaine façon, ça ne concerne pas toutes les peintures. Moi, je viens d'un courant qui a des artistes qui sont nés à la fin du XIXe siècle. Un homme très important, dont le nom est méconnu, Roger Bissière, qui fut prix national des arts et qui a représenté la France à la Biennale de Venise, l'année où tout bascule de Florence à New York, et c'est Rauschenberg qui va dominer ce qu'on appelle malheureusement le marché. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition du contact avec la peinture. Et donc, au début, je me trouve sur un motif impossible. L'estuaire de la Gironde, on ne peut pas le peindre. D'abord, les eaux sont vaseuses. Une marchande m'a dit « Arrêtez d'utiliser cette couleur-là, vous savez bien que ça ne se vend pas. » Et je suis dans la nécessité de devoir, comme dit Papa Cézanne, je vous dois la vérité et je vous la donnerai. Alors, quelle est la vérité de ce lieu? Il y a de l'espace, je n'y comprends rien parce que aborder ça en impressionniste qui veut vous rendre compte de ce qu'il voit, il n'y a rien à peindre, à part l'horizon et l'île verte. Et petit à petit, ça sera 10 ans après que, au cœur de mon village, à travers des rideaux faits par une dame portugaise, Laura, je vais combiner les pierres et la répétition comme ça du tissage. Il y aurait tant à dire sur la peinture, il vaut mieux la regarder. Alors, à propos de Roger Bissière, vous avez 4 œuvres au premier étage, et donc vous pouvez voir en quelque sorte quels ont été les maîtres spirituels de Christian Carder, ainsi voilà. C'est un artiste qui est présent dans bon nombre de musées mondiaux, hein, qui par ailleurs a été un maître de la peinture, non seulement ce qu'il a fait, mais aussi son enseignement, qui était exceptionnel, un homme d'une immense humanité, qui ne cherchait pas à imposer une vision, mais au contraire, que ses élèves puissent s'épanouir eux-mêmes et épanouir leur art. Donc, et si je dis peu, il a été le maître de Vieira da Silva, qui est une des artistes les plus importantes au monde, de son mari hongrois Arpad Szénes, de Alfred Manessier, de Bazin, de Lapic, Le Moyle, et j'en passe et des meilleurs. Il a été en quelque sorte l'ami maître de Victoire-Elisabeth Calcagny, une artiste de Bordeaux, par laquelle Christian est venu à une autre forme de peinture. Et puis on peut dire que Carder est un lointain, il a été eu comme maître spirituel lui aussi, hein, même si avec Christian la chose est un peu plus complexe, c'est un artiste autodidacte, mais bon, il a quand même touché du pinceau grâce à ces 2 artistes d'envergure, hein, qui se trouvaient dans la pointe de la modernité dans les années 50. Et son travail à lui a été de pousser un peu plus loin la vision en partie du paysage. Voilà, et pour revenir à Christian, voilà. Donc, on a dit toutes les conditions quasi impossibles, parce que une fois que la chose est faite, ça me semble évident. Et oui,
il y a la vague, il y a la houle, il y a la répétition, évidemment. Mais avant le dénouement de la chose, il a dû passer par bien des péripéties, il a dû maudire ses pinceaux qui n'y arrivaient pas à attraper ce qu'il voyait. Donc, ça veut dire qu'il faut de la constance. Il faut des années. Et à la limite, accepter l'imperfection qui est éternelle, évidemment. Hein. Mais en tout cas, il a fallu que... Non. Oui. Roger Bissière. La perfection est inhumaine et les chefs-d'œuvre m'emmerdent. Hein? Mais Papa Cézanne, je vous dois la vérité et je vous la donnerai. Et il y a une chose magnifique chez Cézanne. Le paysage pense en moi. Et ça va très très loin. Réfléchissez. Le paysage pense en moi. Et je suis sa conscience. C'est-à-dire que c'est pas moi qui peins, c'est l'estuaire qui peint en moi, qui pense en moi. Et je suis sorti évidemment des catégories habituelles de l'art. Mais il y a un enracinement très très ancien qu'on trouve dans la culture chinoise. C'est l'eau et le vent, ce sont des choses comme ça. C'est le paysage qui vient peindre à travers moi. Et ce lieu ici m'a confirmé, il est assez vaste, et avec le recul dont on dispose, l'estuaire est présent. Parce qu'à ce moment-là, chaque touche est prise dans un ensemble et fait vivre la peinture, quoi, et fait vivre l'estuaire. Donc on a vu la difficulté d'attraper quelque chose d'aussi insaisissable. On a vu toutes les défauts en quelque sorte par rapport à la montagne Sainte-Victoire. Vous faites un grand triangle et puis grosso modo le tableau il est déjà calé. Ici avec l'orientalité c'est plus compliqué. Donc maintenant on aborde la question alors qu'il a été difficile à saisir petit à petit grâce en particulier à ce qui était dans la modernité du moment, c'est-à-dire tu as parlé du rythme et de la répétition, justement, ce grand fleuve est avant tout une histoire de rythme et de répétition et de renversement de la marée et en même temps une puissance exceptionnelle. Le plus grand estuaire d'Europe, une masse colossale, hein, à l'entrée comme à la sortie. Donc, c'est par ce biais-là, donc ce n'est plus la figuration ni impressionniste, ni du tout à la manière du peintre du dimanche, que tu l'as abordé de façon beaucoup plus globale. Il y a le lieu et le lien. Et l'estuaire, je l'ai vécu dès mon enfance, en naviguant dessus, et je connais les bancs de vase, je connais les esteilles. Donc, il y a un grand peintre, Alexandre Holland, qui dit « Je suis un arbre ». Et moi, j'ai l'audace de dire « Je suis l'estuaire ». Et c'est lui qui m'a façonné, et c'est lui qui est dans ma peinture. Donc, j'en rends compte, voilà. Au fait, c'est un peu comme Victor Hugo qui devait se lever la nuit. Il était le secrétaire des pensées qu'il assaillaient et des phrases qu'il assaillaient la nuit, et il devait se lever pour écrire cette phrase qui semblait capitale, probablement disparue si jamais il était paresseux et ne cochait pas sur le papier. En quelque sorte, tu es devenu le secrétaire de l'estuaire. De mes sensations et de l'estuaire, oui. Mais je voudrais aussi souligner les ruptures que j'ai accomplies à l'égard de l'art qui existait dans les années 70, où cette poussée des pop artistes américains
est venu s'implanter parce qu'ayant l'argent, les Américains ont tout nivelé. Et dans ma jeunesse, on ne parlait pas du marché de l'art. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Alors ensuite, je vais changer un peu. Le paysage. J'ai des amis écrivains et philosophes avec qui nous avons forgé un terme paysageur. Chacun et chacune d'entre vous, vous êtes paysageur ou paysageuse. C'est-à-dire que si vous venez avec moi voir cet estuaire à Roque-de-Thau, eh bien vous allez, en fonction de vos expériences visuelles, etc., vous allez voir un estuaire qui est très très différent du mien. Et si vous devez en rendre compte en peinture, vous n'allez pas faire comme le peintre du dimanche, peindre le filet du carrelet, pardon, mais vous créerez un paysage qui vous appartient parce que c'est le paysage qui pense en vous et vous êtes sa conscience. Mais ça demande quand même de prendre du temps, de ne pas s'y promener en touriste sur les bateaux de croisière qu'on voit abîmer notre estuaire et nous couper de la puissance primordiale de cette énorme masse d'eau qui nous entraîne. Oui, le temps, la grande affaire. Christian a consacré sa vie à l'art, a consacré toute sa vie à la peinture. Et même que dans les années 60-70, où on était de gauche évidemment, hein, et un artiste est un prolétaire qui est à la peinture en quelque sorte. Christian faisait un peu comme ceux qui allaient à l'usine pointer, hein, et donc tu avais des horaires assez rigoureux. Si j'avais été en usine, à pointer tous les jours, oui, c'était 8 heures par jour. Et au bord de l'estuaire, c'était 7 heures par jour, à toutes les saisons. Je cuisais l'été, j'avais froid l'hiver, et j'ai tenu le coup. Mais en 73, j'ai été déstabilisé par la venue d'une équipe de télévision, et avec le pêcheur, Jackie Pouget, déjà, nous dénoncions la pollution de l'estuaire de la Gironde. Il y avait à l'époque des parcs à huîtres qu'on avait été obligés de supprimer à cause des métaux lourds qu'il y a dans l'estuaire. Et puis est venue après la centrale nucléaire, qui est aussi une menace, et qui ne m'a pas rassuré du tout. Voilà. Alors, on peut dire que ton élément, c'est l'eau? C'est la mer? Tu as un bateau et que tu as sillonné. Oui, pendant 30 ans, de Blaye jusqu'à la Bretagne Sud, j'ai navigué. Et j'ai fait une chose plus difficile que de traverser l'Atlantique en solitaire, puisque j'avais un petit bateau de 7,50 m et mes 5 enfants à bord. Et pour le skipper, c'est une attention, une vigilance permanente. Mais j'ai puisé, évidemment, en Bretagne Sud, des tas de choses qui parfois reviennent aussi dans ma peinture. Oui, je suis de l'eau. Oui. Mon père était officier de marine. Toulon a joué un grand rôle dans ma vie. Pour ceux qui savent, il y a eu le sabordage de la flotte. Le lendemain, il y avait 50 cm de mazout. Et tous les bateaux de la flotte française étaient au fond de l'eau. Et donc, c'est une expérience de guerre. Et les guerres actuelles me font mal de voir que ça revient. Et face à tout ça, ma peinture propose un espace du silence et j'espère un peu d'apaisement et de paix. Quand tu es réveillé en pleine nuit, comme si c'était un feu d'artifice, que la maison tremble, etc., que le lendemain, les Allemands emmènent ton père en commande-car ainsi que tous les élèves de l'école navale,
tu es marqué à vie pour ces choses-là. Bien sûr. J'ai décroché un tableau parce que j'aimerais demander à Christian Gärtner de le commenter, non pas l'endroit, mais l'envers. Hein, parce que c'est quand même un peu particulier. Généralement, une peinture, l'arrière d'une peinture est un grand désert. Parfois, il y a une signature, une contre-signature, parfois un titre, hein, parfois une date, hein, mais aller jusqu'à remplir à l'arrière, c'est assez rare. Donc, je vous le montre. Hein. J'ai pris un petit tableau pour la commodité de le porter. Donc, il y a plein de choses derrière. Il y a même de la peinture, hein, presque une deuxième peinture. En tout cas, pour moi, historien de l'art, je trouve ça magnifique. C'est comme si on avait devant nous une église ou un château et on avait toutes les campagnes de travaux, les restaurations, voilà. Donc, et en plus, on avait la date exacte de la construction du château. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que tu mets à l'arrière? Alors, je dois dire d'abord que c'est une peinture à l'huile et que j'aime la travailler à la façon des anciens. Une peinture à l'huile, il faut que ça soit nourri. Et ça, c'est Victoire Elisabeth Calgani, qui pendant 7 ans de dialogue, de visite à l'atelier, de peinture sur les petits ports de la Gironde, etc., m'a donné ça. Et j'avais essayé l'acrylique. Mon marchand de Washington m'a déconseillé, presque obligé de revenir à la peinture à l'huile. Or, pour que la peinture à l'huile tienne, il est bon qu'il y ait des temps de séchage, et au moins, volontiers 6 jours, même plus. Et donc là, voilà un tableau. Il a été travaillé assez vite. Il commence en 2010 et il finit en 2011. Mais j'en ai qui sont travaillés sur 20 ans, 30 ans, etc. Alors, il y a aussi que je n'aime pas gaspiller la peinture, j'aime me souvenir de ce que j'ai utilisé, donc ça, voilà, à la fin j'ai passé du bleu, je m'en mets un peu autour, etc. Et alors c'est un paysage du ressac, je vous ai parlé que c'est à l'oreille aussi. Alors je mets souvent un projet, mais le projet est rarement respecté. Là c'était ciel et Passacaille, alors ça c'est beaucoup plus... Vous en avez des exemples derrière vous. Passacaille, c'est de la musique, c'est passer chemin, passar calier, je l'imagine, Oui, en espagnol. En Oui. Donc vous avez la main gauche qui donne au piano le rythme, et puis j'ai entendu écouter ma peinture en musique, et les touches de couleur primaire étaient faites sur un violon alto. Et donc j'ai fermé les yeux, j'ai écouté ma peinture. Bon, c'est une petite anecdote. Alors, ressac, je vous en ai parlé, Passacaille, oui. Alors, tricot, ça c'est très important pour moi. D'abord parce que les critiques de l'époque étaient très sévères à l'égard de Bissière et traitaient sa peinture de tricot. Et ils n'avaient rien compris à la peinture de Bissière qui est très unie à des peintures préhistoriques, africaines, etc. Et puis surtout, comme il perdait la vue, il avait un glaucome, il fallait qu'il continue à peindre et ça crée sa peinture. Alors, je fais actuellement des petits papiers de 18 cm sur 13 et où je veux réparer l'étoffe des choses. Je ravaude, j'emploie comme ça des choses. C'est un atelier du soir, parce que Christian travaille aussi le soir.
après dîner. Voilà. De 21h à 23h, dans le silence, que ce soit à Paris, où j'aime bien, on sent la ville autour de soi, et puis dans mon village. Voilà. Donc c'est le petit atelier et non pas le grand, où il travaille la journée. Au fait, ici, en quelque sorte, vous avez le protocole. Christian est un scientifique, il a fait sa médecine, il ne l'a point exercé, voilà, ce qui demande quand même pas mal de culot, hein, voilà, un métier de reconnaissance immédiate et avec une certaine aisance, si on se débrouille bien, voilà. Donc il ne l'a pas fait. Donc il est allé à l'aventure, hein. Et donc le scientifique, il est là, il a besoin de savoir quand est-ce qu'il peut repeindre, que la peinture soit sèche, donc ce qui fait que sa couche est parfaitement sèche et qu'en revenant, il ne fait pas de la patouille. Et surtout, il n'y a pas de craquelure. On demandait au peintre Bonnard, que souhaitez-vous pour l'avenir de votre peinture? Qu'on la voie sans craquelure. Eh bien, essayez de trouver des craquelures dans la peinture de Bonnard, vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Donc comme vous voyez, il y a des dates. Cela lui sert à lui, cela nous renseigne à nous. Et au fait, on voit très bien que Christian, il est encore dans l'estuaire de la Gironde. Au fait, au départ, il y a le limon qui se dépose au fond de l'estuaire. Donc il commence par une couleur plutôt sombre, hein, et au fur et à mesure, il fait des broderies, il fait des ajourages où il monte vers la couleur et la lumière. Voilà. Il ne bouche jamais une couche, c'est-à-dire qu'on peut toujours entrevoir la couche qui est en dessous, hein, ce qui fait que cette peinture a des qualités vibratoires exceptionnelles. Donc, en voilà pour le protocole artistique, et qui demande donc parfois 6 mois, plus 1 an ou 2. Donc il faut lui arracher les tableaux à un moment donné quand même, hein, quand il est signé au moins, hein. Sinon il continue et on pourrait le shipper dans un musée en train de repeindre un petit coin comme Bonnard, parce qu'il s'est fait shipper dans un musée. En l'occurrence, cette œuvre a beaucoup tapé dans l'œil de la directrice du musée de Royan, et ça fait possiblement ce tableau se retrouvera un jour dans votre musée, hein, mais pour l'instant rien n'est décidé. Il faut voir in situ au niveau de la taille et au niveau des accords, hein, voilà. Parce que Madame la directrice, elle souhaite qu'il y ait un rapport entre les deux frères de l'eau, c'est-à-dire Olivier Debré et Christian Gardner, qui travaillent exactement sur le même thème, mais évidemment de façon totalement opposée à la limite, l'un expressif et l'autre qui est dans la modulation. Mais il y aurait là quelque chose de très intéressant et qu'elle souhaite mettre en place. La Loire est beaucoup plus jolie que mon estuaire. Oui, mais tu as le ciel, et selon les couleurs du ciel, tu t'en sors bien. Il y a... La lumière du sud-ouest est irremplaçable. Voilà, voilà, comme... Alors, je reviens au début. Ma vocation, elle naît à l'âge de 14-15 ans, sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, ma première peinture à l'huile. Il y a un filet qui sèche au soleil, une barque qui est renversée, il y a un pin qui donne le sentiment, évidemment, avec les épingles de pin, un sentiment d'infini. Et on voit le miroitement du bassin d'Arcachon et la dune du Pilat. Et pendant 3 heures, je vous garantis que je n'ai plus existé en tant que vivant, et j'ai été saisi parce que je voyais ce que je peignais, etc. Et quand on a goûté à ça, c'est probablement qu'on est peintre, je l'espère. Toute la vie va être dominée par cette expérience initiale. Je ne suis pas le seul et le premier peintre. Je connais un peintre qui est décédé, qui s'appelait Proveller, qui m'a raconté la même chose. Lui, c'était en partant d'un champ où il y avait des vaches,
et une clôture de fil de fer barbelé. Il a pu traverser la Shoah, la guerre de 40, etc., et peindre jusqu'à son dernier jour, tellement l'expérience initiale de vocation, je crois qu'on peut dire le mot, est déterminante. Excuse-moi, Non, je non, suis non. bavard. Alors, nous sommes tous les deux bavards et on se connaît depuis un certain temps, donc on fait un peu comparse. Et donc, on va vous laisser un peu de temps pour lui poser des questions, hein. Mais en tout cas, cette exposition-ci est pour moi le désir de, de voir l'œuvre de Christian Gärder un peu différemment. On l'a toujours vu comme, ben oui, il peint l'estuaire de la Gironde, oui, c'est son thème, c'est sa muse, c'est voilà. Je pense qu'une vie entière à peindre un lieu avec de façon à la fois si évidente, on a l'impression d'être au milieu de la vague et que on tangue au milieu de l'eau, et en même temps de façon aussi énigmatique. Parce que j'ai l'impression que même au bout de 40 ans, je ne pige toujours pas ton travail. Donc le mystère est quelque chose d'extraordinaire. Si on pouvait relier, si on pouvait octroyer à Christian Gärder sa place de révélateur d'un lieu et en même temps de son apport en quelque sorte patrimonial à l'égard de cette de la Gironde, eh bien cette exposition n'aurait pas été vaine. Je voudrais souligner quelque chose, à savoir le rôle de Paris dans ma vie. Et quand je peins le jardin du Luxembourg, figurez-vous que c'est toujours l'estuaire qui gagne, malgré moi. Est-ce qu'on a fait un peu le tour et est-ce qu'on peut donner la parole Mais bien à sûr, l'auditoire? je vais vous écouter. Est-ce que vous pouvez nous parler vous avez mentionné le marchand de Washington. Est-ce que vous pouvez parler de la relation? Alors, oui, parce que c'est très connecté à Paris 1970, où je rentre, moi je vis au bord de l'estuaire, hein, rue Grégoire de Tours, dans le 6e arrondissement, dans un lieu qu'on appelle un laboratoire d'avant-garde. Bon, je suis extrêmement timide, je ne dis rien. Les gens, en général, 20 ans de plus que moi. Et là, il y a 43 expositions individuelles d'artistes qui sont connus maintenant dans le monde. Des noms peut-être qui ne vous diront rien, comme Pierrette Bloch, par exemple, une amie de Soulages, etc. Et ce marchand est un homme formidable qui n'est pas rentré dans l'histoire de l'art et qui est en contact avec un homme étonnant qui a fait Normal Sup et qui est en 1945 rentre comme traducteur simultané à la Banque mondiale et qui est passionné de peinture et qui, par son métier autour du monde pour faire des traductions simultanées, connaît la peinture du monde entier et découvre là, dans la galerie Laroux, 3 petites œuvres sur papier. Et Marc Moyen, c'est son nom, m'écrit « Je suis heureux, j'ai vendu des papiers jusqu'à Boston et Philadelphie, mais je ne sais rien de votre vie. » Et l'aventure commence là. Progressivement, chaque fois qu'il vient à Paris entre 2 avions, il me téléphone, on se retrouve. Et puis j'ai une exposition au musée de Bayonne, et il est le seul marchand à venir voir mon exposition. 48 heures après, il me dit, voilà, je vous expose à Washington. Quelle aventure pour moi qui suis, je dois avoir, je sais pas, 30, 35 ans, etc. Et bon, j'expose à Washington, je connais pas du tout l'anglais. Bref, heureusement, j'avais le meilleur traducteur. Et cet homme va me suivre jusqu'à sa mort, me fait 3 expositions, et c'est pour moi l'occasion de découvrir, grâce sur le Mall à Washington, en français le Mail, des musées formidables qui me donnent la peinture du monde entier. Et voilà, il m'achète mes expositions, mes tableaux restent à Washington, ce dont je suis heureux.
Alors, j'ai mon ami poète, Maulepoix, Jean-Michel Maulepoix, qui parle du ciel d'en bas. Vous êtes devant un puits, vous regardez au fond du puits, qu'est-ce que vous voyez? Le ciel d'en bas. Et ça a joué un grand rôle. Ensuite, là, on est vraiment dans ma première enfance. À Casablanca, je suis materné par une femme marocaine et ça me marque. Il y a le bleu des décorations marocaines et c'est imprimé en moi pour toujours. Et donc, pour ceux qui connaissent vraiment l'estuaire de la Gironde, il y a le bleu Gironde. Et il est merveilleux parce que sur cette terre en mouvement, le bleu du ciel vient d'une manière qui n'existe qu'ici. Les bleus de Méditerranée, c'est rien du tout par rapport aux nos bleus de Gironde. Vous voyez. Et j'ai la chance d'être le seul à l'avoir vécu en bateau et le seul à avoir, pendant 7 ans, eu cette expérience du bleu Gironde. Alors là, évidemment, ce sont les courants de Gironde, et l'autre aussi. Mais les verticales, j'ai beaucoup aimé Victoire-Elisabeth Calgani, qui était de Souston, qui a eu une rétrospective au musée de Dax. Et quand vous êtes en TGV et que les verticales défilent et que la lumière vient jouer, prenez les fenêtres qui donnent à l'ouest pour que le soleil couchant vienne interférer avec vous. Et donc, tout ça se mélange. C'est jamais littéral, hein, parfois un peu littéraire si on veut. Alors, là, par contre, vous avez du bleu Gironde. Avec ma femme, tous les jours, on allait marcher à côté du château Barbe. Il y a une digue. D'un côté, vous avez un vignoble soigné comme un gazon anglais. Et de l'autre côté de la digue, vous avez cette force primitive de l'estuaire. Et donc, j'avais les répétitions de la vigne et les couleurs. Chaque jour, le lendemain, je vérifiais si j'avais menti ou pas par rapport à ce que j'avais vu. Donc vous avez les Landes, vous avez l'estuaire ici aussi, celui-ci, vous voyez, dans ces ocres et dans ces terres, etc. Et la structure d'horizon, alors là, on est dans un domaine qui est presque scientifique. J'ai un ami qui s'appelle Michel Collot. Et, excusez, il n'a fait que la rue d'Ulm, c'est pas... Il est normalien. Mais toute sa thèse, c'est structure d'horizon et poésie moderne. Et j'assiste à sa thèse par hasard, et je suis saisi de voir que moi je passe 7 ans sur la structure d'horizon de l'île verte, et lui en tant que littéraire et poète, 7 ans de travail sur horizon et poésie. Donc ça m'a nourri, c'est de là aussi qu'est venu le terme de paysageur. Je ne fais pas des paysageurs. Le paysage est en moi, c'est lui qui vit dans ma peinture. Voilà, il y a comme ça un va-et-vient, une espèce de fraternité entre lui et ses amis poètes. Par exemple, Jean-Michel Maulepoix, il y a un poème qui est là-bas, et on peut dire que Jean-Michel et Christian sont un peu les deux frères, l'un à la peinture, l'autre à la poésie. Tantôt l'un fait une peinture et l'autre fait un poème dessus, ou vice-versa. Il y a toujours un très grand dialogue avec beaucoup de monde. Donc, j'ai eu la chance de voir le musée Paul Klee à Berne. Et il y a là tous les outils réalisés par Paul Klee lui-même. Paul Klee, Taubé, ce sont aussi des cousins germains. J'ai parlé de Pierrette Bloch, c'est une cousine. En 70, nous étions proches. Alors, mes outils,
D'abord, oui, je me fabrique, c'est pas des palettes, des petits outils où je mets la peinture à la forme de ma main. Mais Vous avez une photo dans le catalogue vers la fin de ces objets-là, fabriqués par Christian. À l'huile, oui, bien sûr, oui. Mais alors, ce que je dois souligner ici, il y a beaucoup de tableaux qui n'ont jamais été présentés en galerie, et je suis reconnaissant à Fausto d'avoir fait lui-même le choix de mes tableaux. Mais j'ai la chance d'être dans une toute petite galerie à Paris, petite par la surface, très bien située à côté du musée Picasso, tenue par Madame Valérie Gray, dont j'ai la chance qu'elle ait fait l'école du Louvre et qu'elle soit restauratrice de tableaux. Et il y a là une peinture très vivante. Elle travaille seule, donc les gens qui visitent cette galerie Convergence sont directement en contact avec la main. Et puis alors, quand la Gironde devient blanche, parce que le soleil se couche, on est un peu ébloui et elle miroite en blanc. Et ça, c'est... Si le bleu Gironde est formidable, le blanc Gironde est passionnant aussi. Alors, l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que dans le temps, si on l'a bien travaillé, c'est comme un bon vin, il continue à travailler et il y a bien des choses qui se passent. J'aurais voulu à 7 ans être Beethoven ou rien. Et je dirigeais des orchestres, j'inventais des musiques extraordinaires. Mais je dois avouer que mademoiselle Prunel, au lycée Montaigne, faisait des dictées musicales et que j'étais obligé de copier sur mes voisins. Mais j'aime beaucoup la musique, évidemment. Et quand je suis à Paris, je marche tous les jours au Jardin du Luxembourg, où la nature est militarisée, là, au maximum, hein, mais ça me permet de voir l'évolution des couleurs au jour le jour. Oui, quand je peins Paris, l'estuaire gagne toujours. À la fin du travail, la répétition des gestes le fait remonter. J'ai pris pour motif la tour Montparnasse, mais j'ai aussi comme motif la lumière de la rue de Seine à 11h du matin. Le soleil arrive dans l'axe et là, il y a des choses merveilleuses, évidemment. Non, c'est qu'il y a une grande différence entre faire de la peinture et être peintre. Pouvez-vous nous rappeler le nom du village, le nom de l'estuaire où vous avez votre atelier? Ça s'appelle Goriac. Goriac. Je vous signale qu'en vieillissant, être peintre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci de votre patience, hein, vous êtes formidables.